C'est Rémi. Alors bienvenue sur ce live. Que ne fut pas ma surprise ce matin à 7 heures en allumant mon téléphone et en démarrant mon cerveau quand j'ai découvert que Poutine avait autorisé la frappe au sol de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Bon, petite entrée théâtrale de ma part pour voilà souligner un petit peu la situation qui se mystifie, j'ai envie de dire. Ça devient relativement problématique et encore plus dramatique, effectivement. Bon, bah, vous l'aurez compris, la situation n'est pas prête de se résoudre, et là, nous avons bah, voilà, les prémices d'un conflit nucléaire, hein, directement. En plus de tous comment dire, les phrases implicites qu'avait dit le gouvernement russe ainsi que les ministres, on en reviendra, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Encore un appel téléphonique d'1h30 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, cette nuit, Vladimir Poutine a eu la très bonne idée d'envoyer des troupes canarder une centrale nucléaire. Heureusement, il n'y a pas eu de fuite ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas eu de répercussions pour l'environnement. C'est le bâtiment, un bâtiment annexe de service qui a été frappé. On compte pas de morts, mais aujourd'hui, il y a la plus grosse centrale nucléaire européenne qui est sous le contrôle russe. Le gouvernement a perdu un petit peu le contrôle. Bon, ils ont fait des relevés pour bien s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite dans l'environnement, mais en dehors de cela, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc, le gouvernement russe a dit qu'ils assuraient la sécurité du site. Le gouvernement de Kiev a dit qu'il n'y avait pas de problématique majeure, là, actuellement, dans l'immédiat. Bref, euh, voilà, donc, bon, canarder une centrale nucléaire en fonctionnement, c'est un petit peu risqué. On sait que cet réacteur a, je crois, 6 réacteurs, quelque chose comme ça, 10 fois la puissance de la centrale de Tchernobyl. C'est ce qu'a dit le ministre. Concrètement, c'est pas tout à fait ça. C'est pas 10 fois. En termes de puissance des réacteurs, il faut savoir que la puissance d'un réacteur se calcule en watts, en mégawatts, en temps réel. La centrale de Tchernobyl, je crois, avait 4 ou 5 réacteurs de 1000 mégawatts chacun, ou 900 je crois. Je vais vérifier. Soit c'est ça, soit c'est 1200. Alors attendez. Réacteur de Tchernobyl. Il y a tout, hein. C'était les réacteurs RBMK. C'était des 1000, je crois, visiblement. Je crois que c'est des 1000, mais après... Attendez, on va essayer de trouver des informations fiables. Voilà, c'était 4 réacteurs de 1000 mégawatts. Euh, Au final, 10 fois plus puissant, ça voudrait dire que la centrale de Zaporizhia en ferait 40 000. Elle en fait pas 40 000, elle en fait 5600 environ, un peu plus de 5000 mégawatts de produits dans tous ces réacteurs combinés. Euh, Au moment de l'attaque durant cette nuit, il y a des réacteurs qui étaient en route. Alors il y a 2 réacteurs qui ont été arrêtés durant le mois, c'est les réacteurs, je vous dirai lesquels c'est. Il y a 2 réacteurs qui ont été arrêtés, justement pour empêcher qu'il y ait un trop gros problème en cas d'attaque. Donc il y en a eu une, mais sinon il y a des réacteurs qui tournaient. Et le problème là il se pose. Là on a bien vu que les Ukrainiens n'ont pas pu protéger à terme, dans la durée, leur centrale nucléaire. Parce qu'il y a eu énormément de résistance, il y a eu énormément de blessés durant cette nuit, ça a été un très long combat. Donc félicitations aux Ukrainiens. On reparlera un petit peu tout à l'heure de l'aide humanitaire. Je vais le mettre dans mes notes pour pas oublier. Aide humanitaire, parce que on peut maintenant aider les Ukrainiens, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous le raconter un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et heureusement, les pays européens maintenant rassemblent et se mettent ensemble pour organiser des convois humanitaires de nourriture, de biens, d'argent et tout. Et donc c'est absolument bien. Voilà donc pour ce qui en est un petit peu de la situation actuelle. Tout à l'heure, Poutine a fait une déclaration dans un discours. Ça me choque énormément. Alors, il dit qu'il n'y a pas de bombardement, et il n'y a pas d'attaque sur Kiev, et il dit que tous les pays occidentaux
qui disent, qui reconnaissent les bombardements de Kiev, qu'il s'agit d'une grossière fabrication. Excusez-moi. Non, mais c'est vraiment ridicule. Et voilà, Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. Alors bon, ça a fait beaucoup parler parce que bon, ils se tutoient, machin. Bah oui, bah c'est leur relation, j'ai envie de dire. Et donc, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait qu'il arrête de mentir. Il fallait qu'il arrête, que c'était vraiment pas possible, quoi. Qu'il fallait qu'il dise la vérité, qu'il fallait qu'il arrête cette propagande, en fait. Hein. Il l'a abordé directement. Et bon, bah, Vladimir Poutine a répondu de manière relativement franche. Bah non, en fait, on n'arrêtera pas tant qu'on n'atteindra pas nos objectifs. Bon, voilà, quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs? Là, c'est le gros problème qui se pose. Est-ce que c'est l'Ukraine? On le sait que oui, ils veulent renverser le gouvernement. Mais après, c'est ça le problème. Quels sont les objectifs? Aujourd'hui, il y a une centrale nucléaire qui est aux mains des Russes. Quel est leur objectif? Vraiment, c'est ça le gros problème. Ensuite, il y a BBC, la chaîne de télé anglophone, qui a évidemment fait une annonce tout à l'heure sur l'AFP, il y a quelques minutes, qui retire l'intégralité de ses journalistes de... Attendez, je vais pas dire de bêtises, d'Ukraine, je crois. Oui, voilà, dans le cadre de l'Ukraine, mais c'est voilà, la BBC retire tous ses journalistes de Russie. Donc il n'y aura plus de journalistes de la BBC en Russie. Voilà, les gens commencent un petit peu à se rendre compte. Il y a les marques de luxe qui se réveillent enfin, après plusieurs jours de, je sais pas, de négociations et de pression. Voilà, les marques de luxe commencent à se poser des questions. Hermès, par exemple, qui vient de fermer boutique, qui ferme boutique ce soir en Russie, mais il précise quand même, temporairement, niveau pression, il y en a, enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment très très relatif, quoi. Donc temporairement, la marque Hermès, oulala, ne sera pas disponible. Mais bon, dans 2 semaines, elle le sera. Peut-être pas dans 2 semaines, mais un peu plus tard, quoi. Je veux dire, en termes de dissuasion, c'est pas, voilà, franchement, très très efficace. Mais bon, ça c'est mon avis. Ils emploient 60 employés, je crois, environ en Russie. 60, oui, je crois. Voilà. Donc 60 personnes qui ne pourront pas travailler en Russie. Donc c'est bien, hein, ça fait un enchaînement. Après Apple, bon, il fallait qu'il y en ait qui s'y mettent, forcément. On sait que le prix du baril commence un petit peu à redescendre, ça commence à se recalmer un petit peu, sous le coup de la, voilà, sous le coup du choc. Ça s'était vraiment, ça avait vraiment augmenté. Alors je parle pas de choc pétrolier, là je parle vraiment du choc émotionnel. Et donc enfin nous allons venir à notre sujet du coup de l'aide humanitaire forcément qui va être mise en place et qui est déjà bien mise en place. Alors je suis un étudiant de l'IUT Robert Schuman de Strasbourg et on a reçu un mail aujourd'hui sur le site Partage, c'est notre boîte mail, un mail de la mairie de Strasbourg qui justement a invité les étudiants, a invité le personnel de l'académie de Strasbourg à venir dans le campus Esplanade au Patio, c'est un bâtiment, pour venir déposer des médicaments, pour venir déposer voilà, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je voulais faire avant que je ne me nique une clavicule. Bref, du coup, je l'ai fait quand même plus tard. Je suis allé chez le médecin, mais bon, ça va mieux. Du coup, voilà. Donc, je voulais aller à Strasbourg, donc j'ai pas eu le temps parce que je suis allé chez le médecin. Et donc, je suis allé, du coup, dans ma ville, à Ille-Kirch, 67 400. Et donc, attendez, parce que ça peut être des notifs importantes aussi. Hein. Je regarde. Ouais, c'est toujours les grossières fabrications. Ça va. Non, ça va, ça va. Voilà, donc je me suis un petit peu renseigné pour aller à Ille-Kirch pour savoir si du coup la mairie avait également organisé un système d'aide en fait, simplement pour venir déposer des effets. Donc je suis allé à la mairie, donc je leur ai demandé si on pouvait poser des affaires. Et en fait, je suis rentré dans la mairie, j'ai vu des sacs et des sacs de produits, de nourriture, ainsi que de produits sanitaires, de soins déposés par terre par plein de gens. J'ai trouvé ça génial et donc je suis venu là pour aider, donc j'ai demandé si on pouvait apporter quelque chose et tout, des médicaments ou quoi que ce soit. Et donc à Ille-Kirch, c'était vraiment la nourriture et les produits de soins, d'entretien, d'hygiène. Donc j'ai dit que je repasserais, donc je suis passé à Auchan, acheté pas mal de courses et du coup j'ai ramené ça à la mairie pour que ce soit envoyé en Ukraine. Pas en Ukraine, pardon, dans les pays environnants en fait. Hein.
Bonjour Arthur, bonjour, bonjour. Et donc, voilà, donc toutes ces aides humanitaires seront envoyées dans les pays environnants, peut-être sûrement en Ukraine également, parce que la stratégie de Poutine, c'est des stratégies qu'ils ont déjà adoptées, c'est d'assiéger... Ça va Arthur? Comment ça va? C'est d'assiéger en fait toutes les villes en fait. Hein. Il fonctionne sur ce système. Et Kiev, c'est ce qui va sûrement se passer. Pour rappel, l'armée russe compte énormément d'hommes et là, il y en a vraiment une toute petite partie de déployer. Là, ils n'ont pas mis comment dire, les appareils militaires les plus sophistiqués. Je l'avais dit l'autre jour, c'est des appareils de la guerre froide, des anciens tanks, des anciens avions. Et derrière ça, ils ont des MiG-29, ils ont plein d'appareils super puissants et enfin technologiquement super avancés. Pas très bien vu la situation actuelle. Ouais, forcément, j'imagine bien. Donc, oui, c'est pour ça qu'on est ici. Hein. Donc voilà, donc toutes ces aides humanitaires Non, on parlait du siège, pardon. Donc voilà. Et donc les taux se resserrent, c'est ce qu'on dit. Hein. Alors on a parlé d'une invasion de Kiev. Du coup c'est pour ça que j'ai retardé le stream. Je devais en faire un. Bon, ça s'est beaucoup énervé hein, sur la scène médiatique. Les journalistes, pardon, ne parlaient que de cet assaut de Kiev. Bon, il n'a pas vraiment eu lieu encore. J'espère qu'il n'y aura pas un assaut de Kiev réellement, voilà. Hein. Il faut pas des coups de canon, les gens sont encore dans les caves. S'ils écroulent les immeubles, c'est fini. Je veux dire, ce serait une catastrophe. Et donc, voilà pour ce qui en est de Kiev et des techniques d'encerclement en fait. Hein. Ils assiègent, hein, concrètement, ils veulent couper les vivres à tout le monde. Je crois, alors j'ai entendu d'après des amis qu'il y a déjà des pays européens qui prennent des mesures assez franches et assez concrètes face à la Russie. Je crois que l'Allemagne s'est coupée complètement du gaz russe. Complètement. Ils ont dit tout ou rien. Donc ils sont complètement... ils ont dit maintenant c'est nous, on produit, on se débrouille, on innove et on fait tout nous-mêmes. Ils ont voulu tout couper. L'Allemagne était dépendante, je crois, à 40% de gaz russe. C'est énorme, hein, 40%, hein, c'est quasiment la moitié. La France n'en a 20%. Et déjà, on stresse à cause de ça. Hein. Donc imaginez les Allemands. Là, ils ont vraiment pris une décision peut-être stratégique, mais un peu risquée, c'est ce que je veux dire, un peu risquée. Mais voilà, c'est leur... J'ai des taches rouges. C'est leur décision, et à mon avis, ils réussiront à la tenir. Mais voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, en tout cas durant ce petit stream. Je pense pas que je le fasse durer extrêmement longtemps. Alors je vais suivre un petit peu les nouvelles. Apparemment Macron va parler à 18h. Hein. D'accord, donc ça va être intéressant. C'est vrai que hier soir, on a eu la fiche du coup de présentation aux élections du président. Je ne l'ai pas lu, donc je ne dirai rien là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a vraiment... Putain, la qualité d'image, par contre, je vais juste vous montrer ça un petit peu. Mais ce flou, en fait... Attendez, je vais juste, hop, vous transférer là-dessus. Voilà. Je veux juste... Voilà. Par rapport au flou d'arrière-plan, incroyable, là. Hein. Là, c'est vraiment très très qualitatif. Heureusement, hein, ils ont des moyens. En même temps, c'est l'Elysée. Voilà. Attendez, du coup, j'aimerais bien récupérer mon Twitter, parce que ça centralise. C'est vrai que j'ai eu un dialogue avec quelqu'un l'autre jour sur l'utilisation de Twitter concernant l'information, qui me dissuadait complètement d'utiliser Twitter. Mais c'est ce que je lui ai dit, hein, il y a de la mauvaise information partout, si tu sais chercher, t'as pas de problème. Alors il y a énormément de top tweets qui arrivent différents, là ça tourne, hein. Donc depuis ce matin, c'est Ukraine-Russian War, comme depuis 2 semaines en fait. Mais il y avait surtout le hashtag, je crois que c'était le hashtag Zaporizhia, enfin c'était le nom du coup de la centrale nucléaire. Alors j'ai vu ça m'a interpellé. Je me suis dit qu'est-ce que c'est? J'ai vu Nuclear War, j'ai vu des choses comme ça. Et j'ai reçu une notif de l'agence France Presse quand j'ai activé mes données mobiles. J'avais vu, alors il y a eu pas mal de mauvaises informations. Hein. Au départ, on pensait à un bombardement. Au final, c'était pas totalement ça, pas tout à fait, même pas. C'était pas ça. Du coup, c'était vraiment un coup de canon dans un bâtiment. Voilà. Donc, le thème du stream, c'était Tchernobyl. Donc, on va peut-être pouvoir en parler un petit peu. Alors, c'est un événement historique un petit peu catastrophique qui s'est passé. Hein. Ça a été renommé en tant que catastrophe. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 1986, en avril. Alors, je crois que c'est le 26 avril 1986, il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr. Attendez.
De 86 en 86. Alors, c'est pas spécialement près. Alors, attendez. Voilà, catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 26 avril 86. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, grosso modo, c'était un test nucléaire, c'était un exercice d'entraînement, de test de la centrale. Elle était récente, hein. Elle n'était pas très ancienne, hein. Et donc ils venaient de construire un nouveau réacteur, je crois. Bref, il fallait faire un test de sécurité. En fait. Et donc c'est un test de sécurité comme il se faisait de partout, dans toutes les centrales à réacteurs RBMK. Le réacteur RBMK, c'est c'est la technologie en fait, RBMK. C'est des réacteurs à ralentissement via des tubes d'insertion. Et donc c'est la technologie. Et donc chaque centrale nucléaire, quand elle est construite, eh ben, elle passe des tests de sécurité et des paliers pour pouvoir fonctionner, en fait. Et donc, la centrale de Tchernobyl a passé tous ces tests nucléaires, tous ces tests de sécurité, pardon, sauf un. C'était le test alors, c'était un test qui consistait à monopoliser le générateur d'électricité au moment où, justement, on coupe un certain système, je crois. C'était une récupération d'énergie. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais dans ma tête c'est clair, mais là ça ne l'est pas. Mais c'est un petit peu complexe au niveau de la machinerie. Grosso modo, Ah voilà, par rapport à une panne d'électricité, c'est ça. Imaginons, il y a une inondation, eh bien, on active une sécurité, et l'électricité se coupe. Bon, il faut pas que ça explose, donc ça coupe en fait, hein, voilà, il faut pas qu'il y ait de court-circuit. Et donc, quand ça se coupe, il y a des générateurs, à côté de la centrale qui se mettent en route pour assurer l'arrivée d'eau dans le réacteur. Parce que le réacteur, une fois qu'il est parti, hein, il crée de la chaleur. Hein. Et donc il faut le refroidir pour éviter que le niveau d'eau baisse trop dans le réacteur, ce qui ferait chauffer le combustible. Parce que dans le réacteur, il y a des barres d'uranium, enfin il y a de l'uranium qui chauffe, qui crée en fait des réactions nucléaire, ça fait une fission nucléaire. Par fission, ça crée de la chaleur. Donc pour modérer tout ça, on utilise des barres de combustion qui ralentissent ce fonctionnement de fission, et on utilise de l'eau. Parce que, bon, sinon, ça chaufferait trop, ça générera trop de vapeur, enfin bref, voilà. Et donc, dans ce réacteur, pour le chauffer, il y a un niveau d'eau, en fait. Et donc, c'est ce niveau d'eau qu'on garde constant. Donc, c'est une boucle, ça fait une boucle, ça sort l'eau chaude, ça renvoie de l'eau froide, ça sort l'eau chaude, ça renvoie de l'eau froide. Et donc, ce qui s'est passé, comment dire, c'est que ce test de sécurité à Tchernobyl devait s'effectuer à une puissance d'environ 700 MW. Mais on savait que ils savaient que ces centrales nucléaires RBMK avaient un défaut de conception dans toute l'Union soviétique par rapport à un coefficient de vide positif. Alors, je suis une bille en maths, hein, donc je ne vous expliquerai pas ce que c'est. Je suis juste passionné par ces événements-là. Grosso modo, plus la puissance, on a parlé de mégawatts en début de stream, la puissance délivrée par le réacteur, c'est la puissance d'électricité qui sort, enfin générée, quand cette performance est basse, quand on demande au réacteur de délivrer peu de puissance, ces réacteurs RBMK n'étaient pas fiables. Maintenant ils ont été modifiés, hein, ils sont aux normes, heureusement. Sauf si on nous cache encore des choses, sachant que le problème de réacteurs RBMK était connu par le Kremlin. Voilà, ça c'est très important. Et ça a été masqué aux agents, hein. Il y a des pages qui ont été arrachées, hein. On l'a vu dans la série documentaire de Tchernobyl. Voilà. Donc, le test devait se produire à 700 MW, et la centrale était à environ, je crois, un peu plus haut, en fait, grosso modo. Le réacteur numéro 4. Donc le test s'effectuait sur le réacteur numéro 4. Donc il a fallu ajuster, en fait, la puissance à un certain niveau pour que le test puisse commencer, pour que le test s'effectue à des valeurs normales. Donc, grosso modo, eh bien, il a fallu faire baisser le niveau de la centrale. Enfin, la puissance du réacteur, en fait. Voilà, donc la puissance
abaissé, 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 jusqu'à un niveau extrêmement faible. On devait être aux alentours en fait du 200 MW, quelque chose comme ça, au lieu des 700 requis. Et à 200 MW, cette centrale n'était pas, comment dire, fiable. Il y avait un problème de conception. Donc à faible puissance, le gros problème qui se crée du problème de réacteur, le problème qui se crée dans ce réacteur nucléaire, c'était l'apparition de xénon, je crois. Bref, un empoisonnement du réacteur. Le xénon qui empêchait cette fission nucléaire, je crois, oui. Et donc, grosso modo, le réacteur a calé, parce que bon, on a bien vu qu'après il n'avait pas calé, hein. Donc ce réacteur en fait est vraiment descendu très bas grâce aux barres de contrôle, parce que la barre de contrôle qui est faite en bord, une fois qu'elle est insérée dans le réacteur, permet de ralentir la fission. Ils l'ont dit dans la série, c'est le frein du réacteur, c'est le frein de la centrale. Donc voilà, cette puissance a diminué à 200. Le test devait s'effectuer à 700. Et à ce moment-là, normalement, ils auraient dû appliquer une procédure. Si jamais je fais des erreurs dans ce que je dis, n'hésitez pas à le dire, d'accord, en commentaire constructif. N'hésitez pas à le dire, je ne suis pas un professionnel de l'information. Enfin, je le deviens, mais je ne suis pas un professionnel du nucléaire. Grosso modo, il y a une procédure. Quand le réacteur s'empoisonne, quand il cale, quand la puissance chute trop, le réacteur doit être arrêté durant un certain temps pour que ça se refroidisse, que ça reprenne à zéro, entre guillemets. J'essaie de schématiser, je pourrais pas l'expliquer plus simplement en fait. Et donc, le gérant du test, le responsable du test, le responsable de la centrale de Tchernobyl, a décidé, c'était Dimitri Dyatlov. Je vérifie quand même. Je crois que c'était lui le responsable du test. Oui, c'est ça, Dimitri Dyatlov, qui a dit, en tant que bon russophile et un grand ingénieur de l'industrie nucléaire russe, il a dit, nous continuons ce test, vous relancez la centrale, vous relancez le réacteur, pardon. Donc je rappelle que le réacteur à ce moment-là était biaisé en fait, hein. Il s'était empoisonné, c'est comme ça qu'ils ont dit. Grosso modo, il faut l'arrêter. La procédure de sécurité dans tous les manuels disait ça. Donc les ingénieurs de la centrale ont refusé de faire repartir le réacteur et Dimitri Dyatlov a insisté. Donc les agents qui ont procédé au test, qui appuyaient sur les boutons, ont dit que c'était très dangereux pour la sécurité et que ça risquait de s'emballer. Enfin, genre voilà. Donc, ils ont essayé de faire repartir le réacteur. Ils ont augmenté les puissances, ils ont essayé, et le réacteur n'est pas reparti autant qu'ils l'auraient souhaité. C'est remonté, je sais plus exactement combien, je crois 450 ou 400, peut-être pas, je sais plus exactement pour cette valeur. Donc c'est remonté, mais pas à 700. À ce moment-là, les barres de bord qui ralentissaient la fission étaient encore dedans. C'était le frein du réacteur. Et à ce moment-là, eh bien, Dimitri Dyatlov a une ingénieuse idée, c'est de retirer les barres de bord du réacteur, complètement. Il y a plus d'une centaine de barres dans un réacteur RBMK, donc il retire les barres. La puissance du réacteur remonte. Elle remonte à 700. Le problème, c'est que le coefficient de vide positif, couplé à tout ce qui s'était passé, au xénon, à l'empoisonnement du réacteur, à tout plein de choses, et notamment parce que les barres de bord étaient complètement retirées, il n'y avait plus de frein, la fission nucléaire a recommencé en fait au final, indéfiniment, et a atteint des seuils incroyables de plus de 20 000 mégawatts pour un réacteur qui est censé en faire 1000. Je rigole, je souris jaune, je ris jaune parce que c'est horrible, mais genre nerveusement je souris, mais c'est horrible. Donc la centrale, ça ne m'amuse pas du tout, hein, sachez-le. Je souris, mais il faut pas le prendre comme ça, d'accord. Donc la centrale a surpassé une puissance incroyable, de plusieurs dizaines de milliers de mégawatts d'un coup. Du coup, en voyant ça, un ingénieur de la centrale a appuyé sur le bouton
AZ5, le bouton d'arrêt d'urgence du réacteur, ce qui entraîne la descente des barres de contrôle, des barres en bord. Le bord, c'est une matière, c'est un matériau. Donc ces barres en bord sont rentrées dans le réacteur. Deuxième erreur du gouvernement russe, la conception du système de sécurité et des barres en bord. Les barres en bord, en fait, qui rentrent dans le réacteur, le bord ralentit. Mais le bout, l'extrémité des barres en bord, ce ne sont pas du bord, c'est du graphite. Et le graphite a pour réputation d'accélérer la fission nucléaire. Donc, au moment où les barres en bord, toutes les barres en bord, rentrent dans le réacteur pour le freiner, c'est la solution d'urgence, c'est le graphite qui touche en premier. Et au moment où ce graphite touche, c'est à ce moment-là justement que la puissance se décuple et que la centrale s'emballe complètement, et que là, à partir de ce moment-là, rien ne peut plus arrêter. Donc on sait que la pression augmente énormément, qu'il y a tous les capuchons de barres en bord qui se soulèvent sur la plateforme ronde du réacteur, des plots qui pèsent plusieurs centaines de kilos, donc qui se soulèvent comme des voitures américaines sur suspension, quoi. Bref, ça saute, quoi, ça rebondit. Et donc en voyant ça, il y a un technicien qui appelle la salle de contrôle, qui demande l'arrêt immédiat, enfin il signale ce qu'il voit, et enfin tu vois ça, tu pètes un câble, enfin je veux dire, si tu fais pas une crise cardiaque, voilà. Et donc à ce moment-là, l'arrêt d'urgence est déclenché et tout, et il s'ensuit ce qui est connu, l'explosion du réacteur, le couvercle du réacteur, rond, là où il y avait les machins qui sautaient, qui part en l'air. 2000 tonnes de béton qui sont projetées en l'air et qui retombent dans la centrale. Et qui brisent, en fait, qui laissent à cœur ouvert la centrale nucléaire, le réacteur 4. Et donc à ce moment-là, eh bien, nous avons une image qui est relativement symbolique. Vous m'excuserez que je fasse ça. C'est celle-ci. Voilà, vous avez un réacteur à nu qui projette et qui a projeté pendant des années, avant que le premier sas de confinement soit mis au point, et ben qui projette plein de substances radioactives de partout, et on saura bien que ces substances radioactives se sont arrêtées à la frontière. Bref, on passera les cas de cancer démultipliés aujourd'hui, de cancer de la thyroïde, des déformations, des personnes, des difformités des personnes, mais bon bref, le gouvernement russe ne reconnaît aujourd'hui que la mort des équipes de la centrale. Bref, voilà, c'est dommage. Donc les pompiers ont été les personnes qui ont été le plus, exposés à ces radiations, donc là, ils sont tous morts. Malheureusement, paix à leur âme, ces soldats. Ensuite, il y a eu tous les processus de liquidation, c'est-à-dire de nettoyage des débris, en fait. Hein. Quand le réacteur s'est scratché ici, ça a projeté, en fait, du graphite. Rappelez-vous que le graphite, c'est dans le réacteur. Du graphite de partout sur la centrale. Donc il a fallu enlever ce graphite extrêmement radioactif et à l'air libre dans la centrale. Donc ils ont fait tout retomber. Donc il y a les fameuses images du documentaire. Paf. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc cet effort de liquidation a été bien sûr reconnu. Il y a plusieurs stèles, ils ont été faits héros de la nation. Mais voilà, tous ne sont pas reconnus comme comment dire, morts à cause de cette tragédie. Et c'est horrible pour les familles. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est un drame humain, industriel, éthique, écologique, absolument abominable, qui s'est joué en ce 26 avril 1986. Alors évidemment, il y a des personnalités fortes, des scientifiques qui ont un petit peu aidé. Je ne me rappelle plus de son prénom, au scientifique qui a apporté son aide au Kremlin. Et voilà. C'est cette découverte de l'accident n'a même pas été dite par les Russes. C'est même pas eux. Enfin, je peux même pas dire les Russes. Je dirais l'Union soviétique.
par l'Union soviétique. Ce sont les Biélorusses ainsi que la Suède ou la Norvège qui ont comment dire, détecté au petit matin des radiations provenant de l'extérieur, et donc par déduction ils en ont déduit que ça provenait d'ici, et par un simple coup de fil codé, et voilà, ça a été confirmé. Donc il y a eu cette affaire-là. Il faut savoir que la centrale nucléaire de Tchernobyl a été construite à côté de la rivière Pripyat, qui se jette dans le Dniepr, dans le fleuve. Et donc cette centrale était, managée et, mise en fonctionnement par de nombreuses personnes. Et ces personnes-là habitaient à proximité dans un village, dans une ville dortoir créée pour l'occasion, Pripyat. Pripyat est la ville fantôme aujourd'hui que tout le monde connaît, et donc toutes les familles ont été impactées là-bas. Hein. Et il faut savoir que, contrairement aux demandes, le village n'a pas été... c'est pas un village, c'est une ville. La ville n'a pas été évacuée tout de suite, en fait. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça a été évacué beaucoup de temps après. Au final, il n'y a pas tant d'heures que ça qui ont été... c'était, je crois, c'est 26 heures ou 16 heures, quelque chose comme ça. Donc ça a été quand même relativement rapide, même si il n'y a pas eu une décision immédiate. Il faut bien se remettre dans l'esprit de l'époque. Guerre froide, l'information est compliquée. Est-ce que c'est réellement arrivé ? Enfin, je veux dire, au Kremlin, quand on leur a dit sûrement il y a la centrale qui a explosé, genre on te dit ça, t'y crois pas, à mon avis. Donc, voilà. Ce qui est scandaleux, c'est évidemment pour la vie des personnes, pour la santé des personnes, pour le drame humain qui s'est joué. Ça a été absolument hallucinant. Et je veux même pas m'imaginer la tête des gens quand ils ont appris ça, quand ils ont vu le feu à la centrale, le panache qu'il devait y avoir, l'effet de Cherenkov, qui sont les radiations dans le ciel qui émanent du coup d'un réacteur quand il est en haut. C'est un phénomène naturel de radiation inimaginable à mon avis, inimaginable. Et donc voilà, après cet accident, eh bien il y a une nouvelle problématique un petit peu embêtante qui s'est développée, c'était l'explosion thermonucléaire. Alors, effectivement, dit comme ça, une explosion thermonucléaire, eh bien ça fait flipper. Et effectivement, ça se serait passé. On sait maintenant avec le recul que ça aurait absolument anéanti tout ce qui aurait entouré l'Ukraine, quoi. Enfin, l'Ukraine, et voilà. Grosso modo, si vous voulez, quand le réacteur a explosé, il y avait un feu énorme, hein, un feu qui a duré une éternité. Enfin, c'est une expression qui a duré très très longtemps. Et donc les pompiers ont arrosé, mais ça servait à rien. Hein. Bon, au final, il s'est éteint au bout de 3 mois, je crois. Et je crois que ça a été combien pour le 11 septembre ? Ça a été des mois également. Je crois que c'est même plus, si je dis pas de bêtises. Quoique, je sais plus exactement. Quand ce réacteur était en feu, donc ils ont balancé plein d'eau dedans et ça a créé en fait... tous les souterrains de la centrale ont été inondés. Et donc le réacteur en même temps s'est retrouvé à l'air libre et n'était plus refroidi. Et donc pour éteindre ce feu, ils ont utilisé en fait un processus naturel de sable, de plomb et de bore, ou alors que de bore ou de sable, un truc comme ça quoi. Et donc c'était un sable lancé sur le réacteur, et c'est ce qu'il a éteint. Hein. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de ce sable mélangé qui a été balancé sur le réacteur et qui a éteint le réacteur. Heureusement, hein, voilà. Et donc au moins il n'y avait plus d'émanation dans l'air, enfin si, il y en avait parce que c'était à l'air libre, mais bon, voilà. Moins. Et il faut savoir que le réacteur était toujours chaud, et que ce sable s'est transformé en un magma qui s'appelle le corium,
très très bonne ambiance, hein, le corium. Et ça s'est mélangé avec du coup les restes d'uranium qui restaient. Est-ce que c'était de l'uranium? Ouais, sûrement, hein, parce que je sais qu'il y a... Ah non, mais je confonds avec les composants justement des particules radioactives. Donc l'uranium qui s'est mélangé à ce sable et qui a créé du corium. Le pied d'éléphant, vous irez voir si vous voulez, pour compléter les recherches. Et donc comment dire, cette lave a commencé à couler, bon bah évidemment, hein, mais oubliez pas que c'était inondé en dessous. Donc un problème est apparu. Qu'est-ce qui se passe si quelque chose de très chaud rentre en contact avec quelque chose à température ambiante? Là on parle d'une lave à plusieurs centaines de degrés, voire milliers de degrés. Donc il se passe qu'il y a une évaporation instantanée, et donc une explosion un peu cataclysmique au final. Donc heureusement ce n'est pas arrivé. Pour une seule raison, c'est que le... Comment dire, la dalle en béton de protection du réacteur sur lequel était posée l'eau, coulait l'eau, ne s'est pas fissurée, et qu'il y a des liquidateurs, les gens qui sont venus aider, des mineurs de Russie, de l'Union soviétique, qui sont venus créer un tunnel en dessous. Je sais plus comment ils ont fait. Est-ce ils ont coulé du béton dedans? Je crois que oui, pour justement renforcer ce bouclier de l'enceinte du réacteur. Donc il n'y a pas eu cette explosion thermonucléaire, mais ça a failli être la fin de beaucoup de choses. Et donc, qui disait explosion, déjà disait destruction via l'onde de choc, mais surtout la dispersion encore plus de particules radioactives. Et aujourd'hui, toute la zone de Tchernobyl est une zone d'exclusion, interdite à l'habitat et interdite à tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, il y a quelques visites qui s'organisent légalement, mais grosso modo, pour la santé, c'est interdit d'y rester à un certain nombre de moments, quoi. Et donc, imaginez-vous les conséquences de ce qui se serait passé s'il y avait eu encore pire, donc cette explosion thermonucléaire. Donc on est passé vraiment à côté d'une catastrophe absolument incroyable. Et heureusement, ce n'est pas arrivé. Et donc Mikhail Gorbatchev est revenu en 2008 sur cet incident, et il a dit qu'il s'agissait sûrement de l'événement qui avait précipité la fin de l'URSS. Et voilà, c'était le début de la fin pour eux. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on a vu que les technologies soviétiques n'étaient pas si fiables que ça. En tout cas pour ça, on peut nuancer un petit peu par rapport à l'espace. Ils étaient les premiers à avoir mis en place toute une politique spatiale extrêmement poussée. C'est les premiers qui ont envoyé un chien dans l'espace, un homme en l'air, Gagarine. Voilà. Ça c'est bien. Et puis bon, ils ont évidemment supervisé toutes les missions Soyouz, la fusée Soyouz qui était jusqu'à 2 ans, les fusées qui emmenaient tous les astronautes mondiaux dans l'ISS. Donc il y a eu des bonnes technologies soviétiques, russes, mais il y a aussi eu des choses qu'on peut un petit peu plus nuancer, comme les réacteurs RBMK par exemple. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je pourrais dire davantage. Je vous ai donné beaucoup de mes connaissances concernant cette matière, concernant cet événement. Donc je ne pourrais pas vous dire davantage, donc je vais pas faire durer ce stream trop longtemps. Je pense que 38-39 minutes, c'est pas trop mal. Voilà, donc c'était le petit exposé, entre guillemets, de mémoire sur Tchernobyl, sur ce qui s'est passé. Et donc... alors, c'est pour ça que donc, tout à l'heure, Ukraine, j'ai mis ça en titre, Ukraine, le nouveau Tchernobyl, parce que c'est une parole, parce que je vais quand même expliquer ce titre, c'est une parole du président Volodymyr Zelensky, et pas Zelensky, comme ils aiment le dire sur France Info, Zelensky, qui a dit tout à l'heure que la Russie voulait reproduire un nouveau Tchernobyl. Donc là, c'est clairement un appel de détresse et d'appel au secours, parce que, effectivement, eh bien, on pourrait craindre qu'il y ait de nouveau une catastrophe de ce genre, volontaire en plus. Et donc, oui, je fais le lien avec une dernière chose. Donc, quand j'ai entendu ça, donc ce matin, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment un enjeu extrêmement grave, extrêmement important
parce que ça touche vraiment maintenant au nucléaire. On n'est pas sur de la dissuasion, il y a réellement un édifice nucléaire qui a été touché. Que peut-il arriver par la suite? C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il faut savoir que la seule protection que les civils ont par rapport au nucléaire, c'est l'iode. C'est un composant chimique naturellement présent dans le corps qui, si vous le prenez à temps, suite à une catastrophe nucléaire, va venir saturer votre thyroïde diode, diode, et grosso modo, c'est pour empêcher que l'iode 235, je vérifie. Bon, pardon, qu'au final, l'iode radioactif vienne se fixer sur la thyroïde et donc reproduisent des cellules cancéreuses. Donc grosso modo, avec cette iode, on encourt beaucoup moins de risques de développer un cancer plus tard. Si jamais je dis une erreur, n'hésitez pas à corriger. J'épinglerai je ferai un commentaire en dessous, j'épinglerai, parce que je ne veux absolument pas donner de mauvaises informations. Donc prendre de l'iode, ça permet de survivre à un incident nucléaire si c'est pris à temps. Donc tout à l'heure, quand j'ai vu ça, cette attaque contre la centrale, qui, je le rappelle, n'a pas entraîné de fuite radioactive, heureusement, je me suis dit, il faut que tu te procures de l'iode, forcément. Donc j'ai appelé mes proches ce matin, parce que pour moi c'est une priorité. Si jamais en cas de crise, il y a un très très gros problème, et qu'il n'y a plus d'iode, soit parce qu'on sait comment ça marche, hein. Les masques, c'est les Américains qui avaient tout acheté parce qu'ils avaient plus d'argent, hein. Donc l'iode, ça peut être pareil. Donc normalement, il y a des stocks d'iode suffisants pour la population entière, mais sait-on jamais. Donc je me suis dit, tu vas aller acheter de l'iode, et en fait, l'iode est en vente libre pour les personnes qui vivent à 20 km entourant les centrales nucléaires. Et pour les autres, ce n'est pas possible. L'iode est distribué sous décision des préfets et du gouvernement. Donc bon, je l'ai eu un petit peu dans le baba, mais c'est pas grave. On attendra, on patientera, mais pour l'instant, voilà, j'aurais quand même bien aimé assurer moi-même mon stock, mais bon, c'est pas grave, je n'ai pas d'iode, et voilà. Espérons qu'il n'y ait pas de pénurie en temps voulu, mais on n'en est pas encore là, et voilà. D'ailleurs, je suis relativement content parce que j'avais analysé le discours d'Emmanuel Macron, et analysé certaines choses, et j'avais écouté la télé, et certains professionnels avaient apporté exactement la même analyse. Donc je suis un peu content de ne pas dire de conneries tout le temps. Alors voilà, donc si jamais vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, je vais vous laisser sur ça. Et évidemment, n'hésitez pas à porter votre aide, que ce soit financière, émotionnelle, humanitaire, de tout ce que vous voulez à l'Ukraine, en allant déposer dans les mairies des biens d'hygiène, de nourriture, quoi que ce soit, voilà, tout simplement. Tout à l'heure, j'avais aussi mis un mot dans un livre, dans un registre. J'ai un cil dans l'œil, je suis désolé. J'avais mis un mot dans un livre, même un texte dans un livre, pour justement que ça parvienne pour eux, en soutien, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce stream. Voilà, j'ai l'œil tout rouge maintenant, c'est génial. Tant pis, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, on le voit bien. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ce stream. Je vous dis à bientôt. C'était Rémi. Au revoir.